Merci. Donc on va pouvoir maintenant passer à un petit temps d'échange. Donc s'il y a des questions dans la salle, donc juste lors de vos prises de parole, merci de donner, de vous présenter, de dire de quelle structure ou organisme vous venez. Bonjour, merci. Alors, Lucie Besombe, je suis chargée de recherche sur la compensation écologique à IRSTEA à Grenoble, c'est un centre de recherche. Je voulais remercier tous les intervenants déjà pour qu'on a déjà vu. Et moi, j'avais donc plusieurs questions. D'abord, une question assez précise sur l'intervention de Marion Brun. Et je me demandais en fait s'il y avait la faune aussi qui avait été évaluée en fait, dans ces enquêtes. Parce que je voyais bien l'intérêt d'également regarder la faune et en plus que de la végétation sur ces friches. Voilà, je me demandais juste, voilà, qu'en est-il de la faune dans ces enquêtes-là? Et sinon, j'avais une réflexion un peu plus transversale pour savoir si les intervenants avaient un peu des retours d'expérience sur ce qui avait marché. Là, on a vu pas mal de méthodologies, de guides, de ce qui était bien de faire sur les chantiers. Et est-ce qu'il y a des retours d'expérience notamment, je pense quand il y a eu la présentation des transferts de bulbes d'orchidées. Voilà, est-ce qu'on sait que si ça marche, quand il y a des actions mises en place comme ça sur les chantiers, ou est-ce qu'on en est encore vraiment en phase d'expérimentation? Et dernière remarque sur aussi les possibilités d'avoir des inventaires ou des vues un petit peu plus exhaustives autour des chantiers qui permettraient de mieux se positionner sur les recolonisations d'espèces, s'il y a des populations qui ont été identifiées aux alentours et si notamment le chantier est sur ce qu'on a pu entendre sur un corridor écologique. Voilà, il me semble qu'avoir une vue un petit peu exhaustive de ce qu'il y a autour du chantier, ça peut vraiment aider sur tous les aspects, toutes les mesures qu'on peut mettre en œuvre. Et voilà, notamment donc soit la fuite des espèces pour savoir qu'elles fuient le chantier, mais que du coup elles retrouvent des zones refuge aux alentours, ou alors recolonisation. Voilà, merci. Alors juste pour répondre rapidement, dans le cadre du projet délaissé urbain, on n'a pas étudié la faune. Mais c'est vrai que c'est une question hyper intéressante. Et peut-être que Guillaume Lemoine va peut-être présenter les pollinisateurs ou autres, et Audrey éventuellement va peut-être aussi présenter des résultats sur la faune. Voilà, et puis sur la deuxième question peut-être, et puis juste je demanderai aux prochains participants de faire peut-être des questions un petit peu plus courtes. Merci. Alors sur le retour d'expérience, premier point, les inventaires naturalistes qu'on fait, on ne les fait pas que sur l'emprise, hein, dans le cas des dossiers. Donc effectivement, on est sur des bandes tampons. Donc on a une bonne connaissance des milieux annexes. Alors les zones tampons, les zones d'études, elles vont être déterminées en fonction de la nature du projet, 600 mètres, 1 km, en fonction des groupes étudiés. Donc ça, on a des éléments là-dessus. Dans le cadre des suivis de chantier et post-chantier, on a également des suivis sur ces milieux-là. On n'a pas que des suivis sur les mesures compensatoires et sur les emprises renaturées du projet, mais on a également des suivis sur les espèces. Alors là, on cible quand même essentiellement les espèces d'intérêt patrimonial, ou en tout cas avec des suivis qui permettent d'intégrer ces espèces. Donc, de mon point de vue, ça, c'est des choses qui marchent. Après, sur le retour d'expérience, sur les mesures d'évitement, de réduction, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est espèces exotiques envahissantes. Mais ça marche vraiment quand on a une chaîne bien identifiée dans le cadre du chantier. Ça, c'est vraiment ultra important. C'est que l'écologue soit vraiment identifié. Alors déjà qu'il y en a un AMO écologue, ou un écologue dans l'entreprise, mais en tout cas qui soit compétent sur cette thématique-là, qu'il la porte aussi, que ce ne soit pas un truc qu'on lui impose et que finalement il traîne un peu comme un boulet, et qu'il soit force de proposition là-dessus. Et quand on a cette personne-là bien identifiée, les chantiers qu'on a suivis, ça marche bien. Il y a une question tout au fond de la salle. Allez-y. Oui, Olivier Pichard, CEREMA Nord-Picardie. Vous pouvez coller votre micro en faisant. Pardon, voilà. Oui, Olivier Pichard, CEREMA Nord-Picardie.
Pas vraiment une question, plutôt une remarque par rapport à l'intervention notamment de Marc Lucas. Je me suis occupé de dérogation espèces protégées quand j'étais à Andréal précédemment. Et en fait, une des solutions, c'est de pouvoir anticiper, effectivement, comme ça avait été dit aussi par l'intervenant précédent, anticiper l'installation d'espèces qui peuvent potentiellement arriver, et donc de pouvoir, comme ça, avoir une sécurité juridique pour le maître d'ouvrage, et donc éventuellement même que le projet soit acteur et soit moteur dans le maintien et la préservation de la biodiversité en général, éventuellement en prévoyant des itinéraires de gestion qui vont permettre de favoriser certaines espèces. Et donc ça, on peut aussi le prévoir en amont en fonction des potentialités et des itinéraires de gestion qu'on va mener. Donc voilà, une solution des solutions pour pouvoir en fait concilier sécurité juridique et préservation de la biodiversité. Merci. Je crois qu'il y a encore une question de ce côté-là. Oui. Théo Flavenot, Bureau d'études Biotope. Tout d'abord, merci aux organisateurs et aux intervenants pour ces échanges très fructueux. Deux remarques, une remarque, une question. Une remarque sur le sujet conservation. Donc, l'enjeu, en effet, a été rappelé d'éviter de créer des pièges en favorisant l'installation de nature temporaire. Et ce qui n'a peut-être pas été assez rappelé, c'est qu'on peut éviter des pièges si on maintient tout au long du projet et après le projet des habitats de report, CF les concepts de colonne vertébrale développés par nos confrères belges. C'est-à-dire, en effet, on peut créer une mare temporaire, mais si après le chantier, on détruit cette mare et il n'y a plus aucun habitat de report autour de cette mare, on provoque une extinction locale. Donc il s'agit vraiment de travailler sur des aspects de milieux sécurisés, de report, qui permettront aux espèces de transiter et de recoloniser d'autres espaces. Deuxième point sur l'aspect juridique, qui est un point fort de ce thème. De mémoire, il y a le concept de nature temporaire des adaptations réglementaires qui assouplissent les dérogations d'espèces protégées sur ces espèces a été développé dans les Pays-Bas. Donc je souhaitais savoir si ces aspects réglementaires pouvaient être transposés en France, si c'était à l'ordre du jour. Et également, sur le document d'orientation de la directive de protection des habitats, directive Habitat, donc document d'orientation de février 2007, paragraphe de mémoire 74-75, il est mention des mesures CEF, des mesures de réduction, qui permettent donc d'assouplir la dérogation d'espèces protégées en procédant à de la recréation d'habitats de report, justement, préalablement à la destruction d'habitats d'espèces protégées, sans avoir recours à la dérogation. Donc, je voulais savoir de quelle manière ces mesures étaient entreprises en France. Merci. Marthe, si tu peux nous aider sur le sujet. Merci. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces compléments. Ça m'a permis de rebondir sur la remarque précédente, sur le fait que ça peut être anticipé dans l'autorisation. Je suis tout à fait d'accord, c'est même beaucoup mieux quand c'est fait, mais je présentais en effet tout le panel. Donc dès lors que c'est prévisible, il y a même une obligation de le faire. Je partais du principe que des fois, c'est imprévu, ça arrive, et comment est-ce que ça se passe. Sur le droit comparé, alors j'ai pas de retour pratique, je me suis juste fondée sur l'analyse de juristes qui ont écrit dessus. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en effet, aux Pays-Bas, les maîtres d'ouvrage mettaient en place justement un système où ils anticipent dans l'autorisation initiale des espaces spécifiques pour le développement de la nature temporaire et du coup qui demandent l'autorisation de la déplacer avant que celle-ci apparaisse, avant donc le lancement du projet. Ça a été fait pour le port d'Amsterdam, si j'ai bien compris, ce qui permet d'assurer la sécurité juridique. Mais ça ne résout pas forcément toutes les questions, puisque là aussi, ça suppose de bien déterminer quelles sont les espèces dont on est sûr qu'elles vont venir s'implanter, et qu'est-ce qui se passe si, quelques années plus tard, le contexte écologique se dégrade. Ça ne pourra plus permettre de justifier la conservation dans un état favorable. En Belgique, j'ai cru comprendre également, mais ce serait à vérifier plus particulièrement,
il était possible de mettre en place des plans d'action localement au bénéfice donc, d'espèces protégées. Donc, c'est des plans qui sont fondés sur des rapports scientifiques qui contiennent des actions à réaliser dans le but de conservation d'une espèce indigène ou plusieurs dans un périmètre qui est très délimité. Et la loi flamande de protection et de régulation des espèces prévoit que ces programmes de protection peuvent contenir des dérogations pour la nature temporaire, ce qui introduit de la flexibilité. Mais ça suppose aussi que l'espace concerné est suffisamment grand, qu'il présente une forte interaction de sites pour pouvoir être un bon cadre pour la nature temporaire. Ça suppose également de faire valider un plan, donc ce qui impose encore une fois des charges administratives qui peuvent être importantes. Voilà les éléments dont j'ai connaissance, mais je pense que je n'ai pas de retour d'expérience sur comment est-ce que ça fonctionne, si ce n'est que les 2 cas que j'ai posés ont été validés par la jurisprudence de chaque pays. Alors, peut-être juste avant de passer à une autre question, peut-être Grégory Mailly, vous vouliez compléter par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'exemple belge, je pense. Voilà, bonjour, Alexandre Snessens, donc je suis coordinateur du projet Life Inquiries qu'on va présenter après, mais c'est juste sur cet aspect-là. Donc nous, on travaille vraiment dans la même optique de développer tous des habitats temporaires en carrière, et donc on travaille notamment, un des gros piliers du projet, c'est l'aspect légal, et donc on est actuellement à développer des plans de gestion spécifiques pour chaque site, et donc chaque carrière aurait donc une dérogation anticipée, s'ils respectent bien la mise en place du plan de gestion qu'on a développé avec les scientifiques, les naturalistes et en concertation avec les autorités régionales. Donc voilà, ça c'est le système qu'on met en place pour le moment et qui a été validé par des experts qui ont fait des études comparatives au niveau européen, wallon et également dans d'autres pays européens pour aboutir à cette proposition qu'on est en train de développer pour le moment. Merci. Alors il y avait une question là au milieu. Bonjour, merci de ces réunions et de ces échanges. Je suis Olivier François, je suis entrepreneur paysagiste, pépiniériste dans le Haut-Jura et je fais partie de la commission qualité, sécurité, environnement de l'UNEP. Et donc par rapport à ce que Acer Campestre a présenté, lorsqu'il y a un décalage qui est provoqué par une découverte d'une espèce protégée et qu'il faille donc mettre en place des dispositifs donc, de protection, qu'est-ce qu'il en est par rapport donc, aux entreprises de paysage qui ont répondu à des marchés et qui attendent toujours impatiemment la réception des travaux parce qu'ils ont des responsabilités tant que la réception des travaux n'est pas faite et que quelquefois, par rapport à la saisonnalité donc, des prestations que nous faisons, ça décale de manière considérable avec des conséquences importantes sur nos activités. Alors effectivement, ça peut arriver régulièrement. Effectivement, il peut y avoir un chantier qui se décale ponctuellement. Après, d'un point de vue marché par rapport aux prestations paysagistes, etc., effectivement, il peut y avoir du décalage. Mais ça, nous, en tant qu'écologues, on n'a pas beaucoup la main là-dessus. Mais c'est vrai qu'en général, on a le cas où le paysagiste va faire quasiment tout le chantier et par contre, le secteur qui avait fait l'objet de mesures précises, là, il y aura il y aura un avenant pour revenir après, une année après, etc. On a déjà eu le cas comme ça. Après, sur des grands chantiers, j'ai pas le cas en tête. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des réceptions intermédiaires, de chantiers intermédiaires Alors, d'un point de vue écologue, oui, ça c'est possible. Ça, on l'a déjà fait. Sur la plantation de haies, sur du réensemencement. Donc ça, c'est possible. Après, il faut juste que le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, soit OK avec cette formule. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans l'Assemblée? Une dernière? Ou on passe à une dernière question, Monsieur Mailly? C'est peut-être juste un point pour la suite. Donc jusqu'ici, je n'ai pas tellement entendu, et notamment en termes légaux, du droit à laisser mourir une partie de la biodiversité. On parle de biodiversité temporaire, et je n'ai pas encore vraiment entendu cette situation où le temporaire, il est temporaire, donc les organismes, bah oui, où ils se déplacent, où ils meurent, quoi, dans un endroit où c'est temporaire.
et puis ils vont autre part. Et donc je me demande, voilà, peut-être dans la journée, tenir ça dans notre fil de discussion, où ça vient. Et peut-être, je ne sais pas si les intervenants ici ont cette expérience. Bon, on a un cas très, très typique sur les chantiers de construction, c'est le fameux crapaud calamite. Un crapaud calamite, une population, elle s'installe, puis elle bouge, et la moitié de la population, elle meurt, et une autre s'installe autre part. Et ça, c'est la nature, la vraie nature temporaire. Comment on gère ça? Donc on pourra en parler notamment dans Life in Quarries, on ne va pas aborder ça, où on autorise peut-être des bulldozers, ben oui, à écraser 50 crapauds, s'il y en a 5000 dans la carrière. Et ça pose pas mal de problèmes. Et je me demande si vous, dans votre... mais aussi en tant que bureau, dans votre expertise, vous avez ces cas. Alors, nous, on travaille dans le cadre de demande de dérogation espèces protégées, donc, où le maître d'ouvrage a l'autorisation de destruction, que ce soit des spécimens ou des habitats. Mais par contre, pour avoir cette autorisation-là, il faut qu'il mette les mesures d'évitement de réduction et évidemment de compensation. Et donc, dans les mesures d'évitement de réduction, on va, par exemple, ce qu'on a montré tout à l'heure, aller prélever les individus qui auraient pu coloniser le site ou qui étaient présents auparavant. Mais c'est vrai que on imagine le cas du crapaud calamite, on prélève les individus qui sont sur le secteur, et par contre, il faut faire des mesures compensatoires s'il n'y a pas d'autres milieux de report présents à proximité. Merci pour vos questions. Je vous propose... Pardon, j'avais pas vu Xavier, que tu voulais intervenir. Non, Xavier Gaïta, FV, non, c'est juste une précision parce que ça n'a pas été développé tout à l'heure. Vous avez parlé de droit comparé. Du coup, le mécanique ou pas, mais du coup, je pose quand même la question. Et du coup, j'aimerais savoir ce qu'il y avait derrière la question de droit comparé. Vous avez dit, voilà, j'ai quelques idées autour de ça, et vous ne l'avez pas développé. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait derrière. C'était justement la référence au droit belge et au droit des Pays-Bas dont j'ai parlé.